Bonjour à tous. Alors, avant de commencer la présentation, j'ai décidé de vous présenter les personnages qui vont intervenir dans l'histoire que je vais vous raconter. Du coup, j'ai pris ChatGPT, je lui ai dit, je l'ai entraîné à utiliser une autre IA qui s'appelle Midjourney pour générer des images. Je lui ai demandé d'imaginer une équipe d'IT en animaux. Du coup, ça a donné ça. Donc là, on a le développeur. Donc, je sais pas, un problème de résolution, mais donc il est représenté par un crapaud. Là, on a l'architecte. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais on voit qu'il est au bout de sa vie. Là, on a mon préféré, le DevOps. Donc, on voit qu'il est prêt, il est bien outillé, il est chaud. Ensuite, on a la sécurité, qui est représentée par un cafard, habillé en détective privé. Et le dernier, c'est le FinOps, qui a été représenté, je ne sais pas pourquoi, mais par un rat. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'aujourd'hui, on va voir l'histoire, comment on a réussi à réconcilier ces deux créatures magnifiques, qui est la sécurité et le FinOps. Donc on a la sécurité qui cherche toujours à avoir une sécurité maximale, quitte à exposer les coûts. Et de l'autre côté, on a tout l'inverse. On a le FinOps qui cherche toujours à optimiser les coûts, quitte à compromettre la sécurité. Donc voilà, rebonjour à tous, je m'appelle Imad Bensi Saïd, je suis architecte cloud. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'infrastructure. On va voir comment on a pu avoir une performance, on a réconcilié la performance, la sécurité avec des coûts optimaux. Et aujourd'hui, je représente Uni5 Technologies. Donc Uni5, rapidement, c'est quoi? On est une start-up. Maintenant, on fait du service. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est Modern Apps, donc tout ce qui est Office 365 et Azure. Donc on fait le développement, DevOps et aussi architecture. Alors, tout a commencé chez un grand client de CAC 40 qui a souhaité migrer toutes ses applications vers le cloud. Donc c'était à l'échelle internationale. Donc moi j'ai intégré l'équipe CCOI, c'est Cloud Center of Excellence. Donc ils appellent ça le centre d'excellence. Donc c'est un peu prétentieux, mais voilà. Donc on est là pour expliquer la vie à tout le monde, en gros. Mais officiellement notre rôle c'est d'accompagner toutes les BU à l'échelle internationale pour migrer vers le cloud. Et un des moteurs, on va dire, de la migration sur le cloud, c'est l'infrastructure. Donc comment l'infrastructure, c'est quoi? C'est le fait de déployer du code, enfin déployer de l'infrastructure avec du code. Donc on a utilisé Git pour stocker tout le code. Donc c'est le repo. On avait Bicep, Azure CLI, il y avait pas mal de techno. Donc même Terraform sur certains projets. On a utilisé Azure DevOps et bien sûr il y avait des templates YAML. Donc il y avait des builds de templates YAML qui étaient exécutés par une force de calcul. Il faut un compute pour tout ça. Ce qu'on appelait le Azure DevOps Agent. Donc c'est un agent qu'on installe dans une machine et c'est lui qui exécute ses builds. Et toute la problématique, elle est autour de ces agents-là, pour la gestion de ces agents-là. Donc on a la sécurité, qui ont des recommandations. Il faut qu'ils soient isolés en termes de network, ça se comprend. Chaque projet devait avoir sa propre machine avec ses propres flux pour déployer du code dans les serveurs target de chaque projet. Donc ils ne veulent pas qu'une machine accède un peu partout. Donc il fallait l'hardening, il fallait sécuriser la machine et il fallait faire le patching aussi. Côté FinOps, ils n'étaient pas contents parce qu'il y avait plus de 500 projets en vue. Donc on avait minimum 2 agents par projet, ce qui fait environ 1000 serveurs. Ça fait beaucoup. Donc une VM coûte environ, avec le run et tout, environ 250 €. Donc ça nous fait 250K par mois, ce qui est énorme. Donc les FinOps, ils venaient me voir, ils me disaient que voilà, ça fait beaucoup pour des serveurs qui ne servent pas à grand chose. Ils font juste du build, ils ne tournent pas tous les jours. Donc c'est pas normal, il faut avoir du shared, chose que la sécurité n'acceptait pas. Donc là, il y avait un dilemme. Donc on avait la sécurité, comme j'ai dit tout à l'heure, ils voulaient quelque chose de secure. Et le FinOps, il voulait quelque chose de moins cher, qui ne coûte pas beaucoup. Donc voilà, vous l'avez compris, j'étais missionné pour trouver une solution. Donc bien sûr, je n'étais pas tout seul, j'avais toute une équipe, on a travaillé ensemble. Donc le défi, c'était déjà optimiser les coûts, avoir une solution performante et surtout la sécurité aussi. Donc il fallait jouer avec ces trois-là. Et comme nous, on est spécialisé dans le Modern Apps, donc il fallait vraiment trouver quelque chose de performant, d'innovant quand même. Donc pour ça, on a vu qu'il y avait déjà un existant. C'est compliqué surtout dans les sociétés de CAC 40, c'est compliqué de mettre des process. Pour les changer, c'est encore pire. Donc on s'est dit, on va aller étape par étape. Donc heureusement qu'on était très proche du management. Ce qu'on s'est dit, on va le faire en plusieurs temps. Premier temps, en fait, on a dit, on va rassurer les FinOps, parce qu'on peut faire certaines choses pour eux. Ensuite, on passera à la sécurité.
Donc pour les FinOps, on leur a dit tout simplement, donc il y a vos serveurs, on va les éteindre le soir et les rallumer le matin. Donc on va faire du start and stop. Donc sur Azure, on a ce qu'on appelle Azure Automation. Donc on lui crée une identité, on lui donne les droits sur les serveurs, il peut les allumer et les éteindre le soir, tout simplement. Donc avec ça, on a pu faire une économie, on est passé de 250 € à 75 € par jour, par VM. Donc là, on est passé déjà de 250K à 75K par mois, ce qui était intéressant, donc ils étaient très contents. Ça nous a fait une économie de 2 millions par an. Et ce qui est intéressant, en plus, ils ont utilisé cette solution pour d'autres usages, comme éteindre des serveurs de test ou de dev. Donc, ça n'avait aucun intérêt qui restait allumé toute la journée. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est la plus intéressante, qui était un peu plus compliquée, on va dire, la sécurité. Donc, ce qu'on s'est dit, voilà, la sécurité, en fait, on avait un process qui était en place, qui était un peu rigide. Donc, quand on avait un projet, on faisait un DAT, un document d'architecture. On faisait un document d'architecture aussi pour tous les agents qu'il fallait pour le projet. Et à la fin, on validait tout ça avec la sécurité. Donc, eux, ils étaient là juste pour mettre un tampon pour dire si c'est bon ou pas. Donc, si ça ne correspondait pas à leur compliance, ils refusaient en fait le projet. Donc, on s'est dit, on va changer d'approche. On s'est dit, on va travailler avec eux. C'est une approche DevSecOps. Donc on va dire, on va les impliquer dès le départ. Donc on a commencé à travailler ensemble, ça se passait super bien. Donc on s'est dit, actuellement on a un serveur, un agent. Donc pourquoi pas avoir un serveur avec plusieurs agents, grâce à la containerisation. Donc c'est possible. Mais ça pose un gros problème technique. Donc là, comment on va faire l'isolation réseau? Vu qu'on a un serveur qui sera ouvert que sur les targets, donc comment on va faire chaque agent gérer ses flux? Du coup on s'est dit, dans un premier temps, on va utiliser Kubernetes. Donc c'est Azure Kubernetes Service, AKS sur Azure, ça s'appelle. Rapidement, comment ça fonctionne? Azure, Kubernetes, on a un nœud. Un nœud, c'est un serveur. Dedans, on a des pods. Donc le pod, rapidement, on va dire c'est l'agent Azure DevOps qu'on installe dedans. Et ce qui est intéressant avec Kubernetes, c'est que dans un nœud, on peut avoir plusieurs pods, jusqu'à 200 pods. Donc là, vous voyez déjà où je vais en venir. Ça veut dire qu'on peut déployer 200 agents dans une seule machine. Déjà, ça c'est très intéressant. Et du coup, le blocage du network, personnellement avec mon équipe, on ne savait pas trop comment faire. Et là, c'est la sécurité. Vu qu'on travaillait avec eux, c'est eux qui ont proposé la solution. C'était ça qui était bien en fait. Là, ils n'étaient plus en mode validation, mais ils étaient impliqués. C'était notre problème à tous. Là, ils m'ont ramené un collègue à eux, et on a fait un workshop. Et on a trouvé la solution. Donc, la solution rapidement, c'était quoi? C'était Calico. Donc c'est un network policy qu'on met sur le cluster et ça permet de gérer les flux niveau agent, niveau pod. Et de cette façon, on peut dire tel agent, il peut aller à tel serveur ou pas. Et de cette façon, en fait, on a résolu le problème de sécurité. Donc il y avait tout ce qui est hardening, l'image, on utilisait des images Docker qui étaient hardenées, sécurisées. Et de cette façon, le cluster était secure. Du coup, bien sûr, on a rajouté une touche Modern Apps pour que ça soit plus attractif. Donc on a utilisé Keda. Keda, il fait quoi? Il écoute sur la queue des builds de Azure DevOps. Azure DevOps, en fait, à chaque fois qu'il y a un build, ça le met dans une queue. Keda, il surveille cette queue. Dès qu'il voit qu'il y aura 5 builds en cours, il pop automatiquement les agents. Donc il scale. Donc si on a 5, il va scaler chaque agent. On peut même ne pas se limiter à 2. Et dès qu'il termine, ce qui est bien, c'est qu'ils sont autodétruits. Donc ils scale down. Donc là, on a plus d'agents. Et au niveau coût, ça ne change rien parce que sur Kubernetes, on paye par nœud. Donc là, on a le même nœud, mais le nombre de pods qui augmente. Ce qui est encore bien aussi, vu qu'on a ici, on a besoin de 500 000 serveurs environ. Donc on a utilisé 10 nœuds. Chaque nœud contient 200 agents. Donc ça nous donne à peu près 2000 agents avec 10 nœuds, 10 serveurs. Donc là, on est passé de 1000 serveurs à 10 serveurs. Et ce qui est bien aussi, c'est des serveurs avec le Modern Apps, on peut les mettre dans plusieurs data centers. Donc ça nous offre aussi la haute disponibilité. C'est un data center qui est down, on sait qu'il y en a deux autres qui vont assurer le travail. Et le plus intéressant, c'est niveau coût. Donc là, avec AKS, comme je vous ai dit, on a utilisé 10 nœuds. Donc il coûtait environ 5 000 € par mois. Inclus, il y a le run aussi qui est inclus. Hein. Donc là, si on résume un peu l'histoire, on est passé de 250K à 75K grâce à juste le start and stop, du bon sens en fait, hein, juste avec du bon sens. Et de 75 à 5K grâce à la collaboration en fait, avec la sécurité et le FinOps. Et ce qui nous fait une économie totale de 3 millions par an, ce qui n'est pas négligeable.
cet argent il peut être utilisé pour faire d'autres projets, d'autres recherches. Voilà. Donc si on fait un petit retour d'expérience, donc il y a pas mal de, on a appris beaucoup de choses. La première, c'est déjà dans une migration de cloud, il faut éviter les silos. Faites en sorte que les équipes travaillent ensemble, tous. De toute façon, dans le cloud ou pas, hein, ça c'est toujours, il faut collaborer. Deuxièmement, la sécurité. Il ne faut pas laisser la sécurité en dernier. Il faut les voir dès le départ, les impliquer dès le départ, et ça marchera bien. Voilà. Donc on a testé, c'était même eux qui apportaient les solutions. Et voilà, donc on a vu que même avec la collaboration, même des animaux de différentes espèces peuvent collaborer. Voilà. Et merci pour votre attention. Merci, Iman. Est-ce que je peux prendre quelques questions? Des questions dans la salle? Ah, pardon. Oui, donc merci pour la présentation. Moi j'avais une question sur le cycle de vie de votre infra par rapport au cycle des logiciels, des utilisateurs. Est-ce que vous avez fait du patch management? Comment est-ce que vous l'avez fait pour faire des mises à jour transverses, sous-jacentes, sans forcément que les utilisateurs ils soient dans la partie? Alors, le cluster, en fait, AKS qu'on a utilisé, il n'y avait pas des applications dedans, mais juste des agents. Donc il n'y avait pas en gros des coupures de service, ce n'était pas un problème. On pouvait déployer quand on voulait. Il n'y avait pas des utilisateurs qui utilisaient l'application. C'était juste des projets en fait pour l'infrascode et le déploiement du code. D'accord, il n'y a pas de. Non, il n'y avait pas d'utilisateurs finaux en fait. C'était plus simple, on va dire. Merci pour cette présentation. Juste ma question, comment vous arrivez à sécuriser votre cluster et bien précisément lorsque vous avez ajouté du KIDAS, une technologie externe qui est en train de communiquer avec Azure DevOps et avec votre cluster, comment vous avez pu sécuriser ce flux-là, ce flux de données, ce flux d'échange, et comment vous arrivez à intégrer KEDA avec les mêmes standards de sécurité? Alors, il faut savoir qu'au niveau flux, le agent Azure DevOps, il a besoin juste d'un flux sortant. Donc il n'y a pas de flux entrant. Ce qu'on appelle l'ingress, il est bloqué. Donc, personne ne peut se connecter à l'agent. Donc lui, il va écouter en mode pooling sur la queue de Azure DevOps. Donc c'est un flux HTTPS 443 qu'on ouvre sur notre firewall. Là, il va écouter, dès qu'il voit qu'il y a un événement, c'est là où il va scaler. Donc, dans le cluster, il va scaler le nombre de pods qui vont répondre à ce besoin-là. Donc en termes de flux, il y a juste un flux sortant, il n'y a pas de flux entrant en fait. Juste une autre question si je me permets. Pour KEDA, est-ce que vous pouvez utiliser KEDA pour d'autres besoins? C'est pas pour le besoin Azure DevOps Agent? Parce que oui, effectivement, il est intéressant. On l'a testé pour la première fois, parce qu'il permet l'autoscaling. On n'a pas encore testé dans un vrai projet, dans un projet où il y a des users en face, mais c'est prévu. C'est prévu. D'accord. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup. Une autre question. Est-ce que le client a envisagé de faire du on-premise sur cette technologie Cube et est-ce qu'il n'y aurait pas un gain financier complémentaire et sécurité? Alors, non, ils l'ont déjà on-premise, déjà Kubernetes. Nous, on a utilisé AKS parce que c'est un service managé. L'avantage, c'est qu'on n'a rien à faire. Ça se déploie automatiquement. Donc, on fait de l'infrascode avec Bicep. Ça se déploie automatiquement. Il y a aussi tout ce qui est auto-update de cluster. Bon, on ne va pas l'utiliser quand même, mais c'est géré automatiquement le patching de l'OS, par exemple. Il y a pas mal d'avantages. Et un des gros avantages, c'est déjà la haute disponibilité. En premise, c'est un peu compliqué de gérer ça. Donc là, on peut avoir plusieurs data centers. C'est Azure qui gère. Et du coup, on n'a rien à faire. D'accord. Il n'y a pas de problème de confidentialité de données qui transitent? Ça reste, en fait, on a un network qui est privé quand même sur ce qu'on appelle les VNets sur le cloud. Donc la data, elle reste, on va dire, certes chez Microsoft, mais elle n'est pas accessible publiquement. De toute façon, la sécurité sur Dexo, ils ont validé ça. Mais par contre, il y a certaines régions, comme actuellement, je travaille avec la région UK, eux, ils veulent que leur data reste juste en Angleterre. Parce que là, ça se comprend. Mais ils restent sur le cloud quand même. D'accord. Une dernière question? Donc c'est fini? Très bien. Merci. Merci, Imad. Merci beaucoup.